Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une papote lecture où je vais vous présenter toutes mes lectures du mois de mars. Et oui, je tourne cette vidéo fin avril et vous n'en verrez que début mai, mais écoutez, j'essaie de rattraper mon retard et on est là donc pour quelques lectures. Alors en toute honnêteté, le mois de mars, je savais que ça n'allait pas être un bon mois point de vue des lectures, point de vue du nombre de lectures, tout simplement parce que je devais préparer mon absence au travail suite à une intervention à l'hôpital, et donc je savais que j'allais être absente et qu'il y avait de grandes chances que je ne sois pas remplacée, donc il a fallu que je travaille en prévision de cette absence pour que mes élèves puissent quand même progresser et que je puisse gérer ça à distance. En tout cas, on va d'abord commencer par parler d'un service presse que j'ai reçu il y a quelques semaines déjà de cela. C'est Land, le tome 1 Bizarland de Groé Cassie. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, sur BookTok. Je sais que l'auteur a contacté pas mal de booktokers, donc il m'avait proposé en fait, après avoir regardé des vidéos sur ma chaîne, ce service presse. J'ai été très contente d'accepter parce que ça m'arrive pas souvent d'avoir des services presse, hein, comme vous savez, et en voyant le pack communication qu'il m'avait envoyé, je me suis dit c'est totalement le style de lecture que je peux apprécier. Alors Land, c'est quoi? C'est en fait un univers de science-fiction. On est des millions d'années après notre civilisation. Il y a toujours des humains sur Land, donc c'est-à-dire une île unique sur cette planète. C'est une société vraiment très différente de la nôtre, avec une présence de magie, des runes magiques. Et pour éviter en fait que le pouvoir soit accumulé dans les mains d'une seule personne, comme ça a été le cas auparavant auprès d'un empereur, eh bien les dirigeants se partagent 10 runes différentes, puisqu'il y a 10 territoires différents dans Land. Et le premier territoire, c'est Bizarland qu'on suit dans ce premier tome. Et donc la société, comme je vous le disais, est extrêmement différente, dans le sens où les gens sont poussés à l'obéissance quelque part, au civisme. Les valeurs de civisme sont poussées à l'extrême dans cet univers. Et on va suivre deux jeunes, Stéphane et Erié, qui sont deux apprentis prélats. Alors au début, en fait, on sait qu'ils veulent devenir prélats, mais on ne sait pas s'ils vont l'être. Ça se dessine plus ou moins vers la deuxième partie du livre. Donc attention, le résumé peut être un petit peu spoilant pour vous. Ils vont devoir passer des examens, des épreuves pour être désignés justement dans telle ou telle tâche. Donc la profession, en fait, c'est pas les êtres humains qui les choisissent, c'est vraiment selon les aptitudes des gens et ainsi de suite que ça va être décidé. Le souci, c'est qu'il y a une terrible menace qui se profile dans la société de Land, et il y a des gens qui rêvent en fait de renverser ce système mis en place, qui pourtant semble convenir à la plus grande majorité. Dans ce livre, donc nos deux personnages principaux, ce sont Stéphane et Erié, mais ils ont deux amis, un duo aussi, qui va être vraiment très présent, c'est Thierry je crois, et Terry, voilà, et je sais plus le nom de la deuxième jeune fille, faudrait que j'aille retourner voir, désolée. Et donc on a ces deux duos, ces deux binômes qui vont vraiment devenir très proches, très amis, parce qu'au début c'est Stéphane et Terry, et puis ils rencontrent Erié et une quatrième personne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, ainsi de suite, non. Et il y a une grosse partie en fait de l'ouvrage, de l'œuvre, qui est dévolue à leur amitié. C'est vraiment une œuvre, vous savez, comment ça s'appelle, je retombe jamais sur le mot, de développement, comment, allez, un peu à la style Harry Potter, etc., quête, et ainsi de suite. Moi, ça m'a extrêmement fait penser à Autre Monde de Maxime Chatham, ce premier tome, où on voit un trio, puis finalement un quatuor se développer, des amitiés se mettre en place, et tout cela face à une menace terroriste, hein, qui se profile à l'horizon. Et oui, ça m'a vraiment beaucoup rappelé le premier tome de Autre Monde de Maxime Chatham. Alors c'est une plume totalement différente et bien entendu un tout autre parti, puisque là il n'y a pas eu une énorme catastrophe et on n'est pas après dans une question de survivalisme, de reconstruire la société ou pas, là où ça se passe bien des milliers d'années après. J'ai assez apprécié ma lecture malgré quelques bémols, il faut bien que je vous en parle
en toute honnêteté. Mon premier bémol, c'est aussi un avantage, c'est que la société de Land est hyper développée, le monde est poussé à l'extrême et donc l'auteur nous propose vraiment un univers que personnellement j'avais jamais vu, donc c'est quand même pas banal hein, cette idée que le civisme soit vraiment poussé à l'extrême ainsi. Et que la société finalement ait plus de poids dans la vie d'un individu que sa famille. Voilà, ça c'est intéressant. Alors au début, moi je me suis dit qu'en fait ça allait être une critique d'un tel procédé. Au début, je me suis dit que ça allait être une critique de cette société et finalement un chamboulement, qu'on allait assister aux prémices d'un chamboulement et de l'arrivée d'un nouvel ordre établi. Je pense en fait que les héros sont destinés à maintenir l'ordre établi, ce qui est vraiment très très différent de ce qu'on peut lire en young adult actuellement. C'est souvent, vous savez, ces adolescents qui se rebellent contre l'ordre établi, contre ce qu'on leur dit, on a toujours fait comme ça, donc on va continuer à faire comme ça, et eux ils sont là, bah non en fait c'est de la merde ce que vous faites. Donc moi j'ai été surprise par ça. Voilà, l'univers est extrêmement bien développé, et peut-être même trop, et c'est là qu'est le bémol. C'est un tome d'introduction et vraiment la première partie pour moi est trop lourde en introduction pour la compréhension du système. J'étais là, oui mais quand est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet s'il vous plaît? Ça prenait un petit peu trop de temps à mon sens et je trouve que toute la première partie aurait pu parfois être vraiment résumée. Et je me suis demandé aussi si l'auteur au départ n'avait pas voulu créer des héros rebelles pour finalement se détacher de ça et changer d'idée en cours de route. Alors je sais pas du tout, hein, moi j'ai pas parlé avec l'auteur de son œuvre, je lui ai dit oui je prends votre service presse, j'ai dit que je l'avais bien reçu et j'ai fait un unboxing, ça s'est arrêté là pour nos échanges jusqu'à présent. Il y aura une publication qui va sortir sur mon Instagram ou qui à mon avis sera déjà sortie au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais donc voilà, ça c'est mon plus gros bémol finalement, c'est que ça prend vraiment beaucoup trop de temps pour nous décrire cet univers. Alors qu'au final, on en a besoin pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de simplifier ça et de rendre le truc un petit peu plus dynamique? J'en sais trop rien. Et à vous de voir si vous allez prendre ça vraiment comme quelque chose de positif ou plutôt comme un bémol, le fait que voilà, ces jeunes en fait vont être là pour protéger l'ordre établi et non pas le remettre en question. Donc voilà, j'ai franchement bien apprécié cette lecture, point de vue de la plume de l'auteur. J'ai trouvé ça vraiment bien tourné et bien torché, oserais-je dire. Comme je vous ai dit, ça m'a rappelé la plume de Maxime Chatham dans Autre Monde. On sent qu'il y a des heures et des heures de lecture derrière cette œuvre et que l'auteur est fan du genre. Et que voilà, il y a des inspirations qui sont pêchées d'un petit peu partout de ce style d'ouvrage. Donc voilà pour mon avis pour Land. Faites-vous votre propre avis, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage. Voilà, c'est 26 € aux éditions Baudelaire. Ah oui, et j'ai encore un bémol, mais ça c'est pas du tout la faute de l'auteur, c'est l'éditeur. Je vais vous montrer ça, n'importe quelle page. Je pense que vous verrez la blancheur des pages. Voilà. Ça faut le savoir, moi personnellement c'est le genre de truc qui m'horripile, lire dans un livre totalement blanc. J'aime pas ça. J'aime pas, je préfère du papier légèrement gris ou légèrement, je prends celui-ci par exemple, ça c'est parfait pour moi, vous voyez, c'est crème, c'est pas du papier blanc, ça j'ai pas du tout aimé cette expérience lecture par rapport à l'objet livre parce que les pages étaient trop blanches, mais ça c'est vraiment quelque chose d'hyper personnel et je pense que c'est que moi, hein, à vous de voir. Peut-être qu'en e-book ça doit être vachement plus intéressant puisque vous gérez le truc comme vous voulez. Bon, continuons avec une deuxième lecture pour ce mois de mars que j'ai fini au mois d'avril. Je l'ai commencé au mois de mars mais je l'ai fini. Par-delà la magie de Tom Felton, ici en épreuve non corrigée, parce que je les ai gagnés en fait via un concours des éditions Le Duc. À ma grande surprise, j'étais là, mais trop bien, je prends bien entendu. Alors le bouquin il a souffert, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais la couverture a pas bien tenu. Je sais pas si c'est parce que ce sont les épreuves non corrigées. Honnêtement, il a pas quitté ma maison, mais c'est vrai que je m'en suis servi comme plateau pour ma tasse de café tous les matins. Donc voilà, le truc a bien vécu. Je vais commencer par cette édition parce que à nouveau je ne sais pas si ça a changé ou pas. Donc vous voyez, le livre paraît énorme, ça paraît être une bonne bricasse, mais en fait chaque chapitre est présenté comme ça. Donc vous avez une première page de titre, voilà,
Et puis en fait votre chapitre va commencer après un très très grand blanc. Moi plus j'avançais dans ma lecture et plus j'étais là en mode est-ce qu'il n'y avait pas moyen de nous proposer une autre mise en page, parce que je pense que les gens qui achèteront ce bouquin, je sais pas combien, j'ai pas le prix qui est là, tu te dis c'est un peu une arnaque, non? Ou pas? Je pense que là le bouquin que j'ai entre mes mains fait 382 pages, quelque chose dans le genre, ouais, 384 pages. À nouveau, je sais pas si ce sera ça, je ne sais pas si c'est ça dans la version définitive qui est déjà sortie. Je me disais, on pouvait réduire à 280 pages facile et gagner 100 pages. Voilà. Ça c'est pour la mise en page, c'est totalement en dehors de la plume de Tom Felton et de ce qu'il nous raconte. Donc si vous ne le savez pas, Tom Felton c'est un des acteurs des films Harry Potter, hein, qui a joué donc Drago Malfoy. Il a joué dans d'autres films et d'autres séries depuis, mais c'est vraiment le rôle pour lequel il est connu. Et ici donc il écrit son autobiographie où il retrace son premier rôle, ses premiers rôles dans des publicités, des courts-métrages, mais également un film pour enfants. Je ne sais même pas comment il s'appelle en français, je l'ai jamais vu, mais je pense que c'est avec des lutins, etc. Cachés dans une maison et ainsi de suite. Et puis son rôle mythique de Drago Malfoy et l'après. Chaque chapitre en fait est une espèce d'anecdote sur tournage. Parfois ça peut être en fait une anecdote avec un membre de sa famille. Donc il nous explique que comme il était enfant, il pouvait pas être sur les plateaux tout seul, donc il avait besoin d'un chaperon. Et son chaperon au début c'était sa maman. Et puis sa maman a bien dû travailler et donc ça a été son grand-père par exemple sur les premiers films d'Harry Potter. Donc il y a tout un chapitre qui explique l'arrivée de son grand-père sur le tournage et finalement qui va être présent parmi les professeurs de Poudlard. Donc ça j'ai trouvé ça assez sympathique, parce que c'est des choses que même en étant fan des films et de la saga je n'avais jamais vu. Où il va nous expliquer aussi que un de ses grands frères va être son chaperon et que son grand frère en fait c'est un jeune adulte pas du tout responsable, donc ça nous amène à des trucs rocambolesques. Il y a parfois donc des chapitres avec tel ou tel acteur, et quand même sur les plateaux d'Harry Potter il y avait quand même énormément de beau monde, donc voilà, ça peut être intéressant, mais finalement ce ne sont que des anecdotes. Il va pas nous révéler le sens de la vie, enfin c'est pas un essai, vous voyez. Et donc moi je suis restée quand même largement sur ma faim. Et d'ailleurs la partie que j'ai préférée c'est celle après Harry Potter, où il nous explique ses problèmes de santé mentale, limite sa dépression, ses comportements borderline, et c'est vraiment les 2 derniers chapitres où je me dis mais continue, moi c'est ça que j'ai envie de lire. Tout ce qui s'est passé avant, finalement, ça remonte à une vingtaine d'années. C'est un petit peu obsolète en fait. C'est plus con. Enfin, c'est pas ce qui nous intéresse dans ta vie. Ça fait partie de qui tu es et comment tu en es arrivé là. Mais voilà, pour moi, c'était absolument pas le plus intéressant. Et donc je suis restée un petit peu sur ma faim avec cet ouvrage. Heureusement que je l'ai gagné. Je dois dire aussi que je suis pas convaincue par sa plume, pas du tout. Alors je ne sais pas si c'est sa plume à lui ou un problème de traduction, ou si c'est un problème parce que c'est les épreuves non corrigées et que le manuscrit aura été amélioré depuis au moment de sa sortie. Ça je sais pas vous le dire, mais comme je disais à une amie, il y a une préface en fait de Emma Watson, et cette préface, eh bien j'ai pas eu de différence entre ce qu'elle a écrit elle et ce que lui écrit. Donc je me dis que là il y a un souci. soit c'est pas Emma Watson qui a écrit cette préface, mais elle a bien voulu apposer son nom dessus. Soit il y a un problème de traduction et il y a des choses qui se sont perdues, je ne sais pas du tout. Donc à nouveau, si vous avez lu le livre, que vous l'avez en possession, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez ressenti ça, vous qui avez la version finale en français ou pas du tout. Mais moi, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un gros problème, parce qu'on sait qu'Emma Watson est quand même une tête, elle a fait des études universitaires dans une université prestigieuse, et je me dis non, là il y a un souci. Il y a un problème quelque part dans l'écriture. Ou ça, je sais pas. Voilà, moi je peux faire que des suppositions. À nouveau, j'ai pas contacté la maison d'édition pour leur poser des questions. Je vous donne mon avis à chaud et le plus honnêtement possible. Passons maintenant à des lectures pour le Romantasy Challenge de Nina Quill.
j'ai commencé au mois de mars une lecture, c'était même au mois de février je pense, une lecture commune, et puis finalement mon partenaire de lecture commune m'a abandonné, donc j'ai fini ce livre toute seule. C'est Le Palais des Otomaï de Nina Varela. C'est un tome 1 et regardez-moi la beauté de ce livre qui n'est pas en hardback hein, mais je trouve que la couverture est vraiment superbe, et d'ailleurs c'est pas la même que l'édition anglaise et je trouve qu'elle est plus jolie comme ceci. Voilà, je trouve qu'ils ont vachement mieux réussi leur coup dans l'édition francophone. Ça va pas être une surprise, mais j'ai adoré ce livre, j'en ai parlé dans mes stories Instagram lors du challenge de Nina. Et je suis ravie de pouvoir vous en parler plus, même si ma lecture date d'il y a quelques temps. Donc dans ce livre, on est dans un univers fantasy, c'est totalement différent, limite de la science-fiction, mais donc ouais, c'est entre la science-fiction et la fantasy. C'est totalement différent de ce qu'on connaît. En fait, les êtres humains ont commencé à créer des otomaï. Au début, une raison bien spécifique que je vous laisserai découvrir dans le livre. Ce serait dommage de vous spoiler ça, mais les otomaï en fait sont en tout point semblables aux êtres humains, sauf que ce sont des automates, ce sont des machines. Alors des machines absolument génialissimes, on ne peut apparemment pas faire la différence entre un otomaï et un humain sauf sur certains points, notamment leur beauté. Et là on se retrouve en fait des années après leur création. On suit Lady Crier qui est la fille d'un roi, Hérode, ils ont à leur service en fait des humains. Et c'est même pire que leur service en fait, parce que finalement les otomaï ont pris le pouvoir, ont renversé l'ordre établi et ont asservi leur créateur. Parmi les servants, les esclaves du palais, on va suivre Ayla qui est une jeune fille qui travaille en fait au sein du palais et qui va gravir les échelons de manière assez rapide, mais tout simplement parce que elle voue une haine sans pareil aux otomaï et elle veut justement se venger de ce que les otomaï ont fait subir à sa famille. Elle est jeune mais elle a déjà subi énormément de traumas à cause d'eux. Crier, elle me semble un petit peu un personnage naïf comme ça, c'est la fille de son père, elle remet pas trop les choses en question. Au début, son père lui dit bah tu vas épouser telle personne, elle dit oui d'accord, elle espère avoir un petit peu de pouvoir politique, mais finalement elle va aller de déconvenue en déconvenue, en sachant aussi qu'elle est la fille de son père, mais c'est une otomaï, donc elle a été créée, en fait elle a été commandée par son père, et des êtres humains l'ont créé pour son père. Donc voilà un petit peu l'univers. C'est un univers de complot, de retournement de situation. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est un roman saphique en fait. Crier et Ayla s'adorent tout autant qu'elles se détestent. C'est une histoire d'amour compliquée. Alors quand je dis une histoire d'amour, il se passe strictement rien. Hein. Franchement, c'est pire qu'un roman victorien. Il y a des échanges de regards, il y a des effleurements, mais on ne va pas plus loin. Mais c'est bien un roman saphique. Et pour ça, j'adore la représentation. Franchement, Nina Varela est talentueuse, tant du point de vue de la plume. C'est une plume que j'ai trouvée très d'un côté contemplatif et poétique, mais pas que. Voilà, l'univers est extrêmement bien développé. Moi j'ai adoré avoir les ressentis de Crier et de Ayla. C'est des personnages qui me semblent tout à fait véridiques et vraisemblables. Et voilà, j'ai pleuré en lisant ce roman. J'étais à ça, d'avoir des larmes qui dégoulinaient. Franchement, mon petit cœur a vraiment subi ma lecture, mais je lirai avec grand plaisir le tome 2 et le tome 3 parce que je pense que c'est une trilogie. Et franchement c'est ce que je veux voir plus souvent comme livre, c'est audacieux finalement, c'est de la bonne représentation dans le sens où on vous l'impose pas comme ça, où c'est pas gros comme une maison, c'est vraiment subtil et ainsi de suite. Donc voilà, foncez sur ce titre si vous ne l'avez pas encore lu, moi je suis ravie. Alors le dernier livre en physique dont je vous parle, c'est Dark Rise de C.S. Packet, qui a été une lecture commune du mois de mars grâce à Eric de la chaîne YouTube Toshokan TV, et c'est le même Instagram. Je vous ai déjà parlé d'Eric hein, sur mes réseaux sociaux. C'est une très belle personne qui se bouge pour créer du contenu, qui sort énormément de publications, qui a un très bon rythme de lecture et qui en plus de ça a un groupe WhatsApp qui l'anime de main de maître. Donc
Voilà, je lui avais demandé parce que c'était pas le vote pour le mois de mars. Je dis mais moi j'ai ça et on est 5 à vouloir le lire, donc si on le lisait, et il a bien voulu faire 2 lectures communes pour le mois de mars, donc chapeau Eric, et encore merci si tu passes par ici. Donc Dark Rise, c'est ce livre dans cette magnifique édition chez Big Bang. Donc c'est la version hardback avec un magnifique jaspage. Donc franchement le boulot éditorial est magnifique. L'illustration est juste superbe. Et à l'intérieur, on a une carte de Londres qui est juste très très belle. Honnêtement, le livre a très bien vécu le fait que je le trimballe et que je le lise pendant tout un mois. Donc très très contente de cette édition, autant le dire. Les pages non plus sont pas blanches. Mais mon préféré, ça reste celui-là, point de vue de l'édition. Ça s'ouvre ainsi. C'était vraiment parfait à lire. Et donc bref, Dark Rise, c'est le nouveau roman de C.S. Pacat. Si vous suivez ma chaîne depuis de nombreuses années, vous savez que j'ai lu sa précédente trilogie. Attention qu'il y a une trilogie adulte, il y a énormément de... voilà, comme ça vous savez. Et c'était quand même une trilogie un peu beaucoup problématique, en tout cas dans le premier tome. Même si c'était dénoncé et ainsi de suite dans les tomes suivants, mais le premier tome, j'étais là, oula, je suis pas sûre d'aimer ce que je lis, quoi. Bref, ici on est sur une trilogie young adult, donc c'est très très différent. Il n'y aura pas de moment adulte entre les personnages. Alors il faut savoir que l'ancien monde n'est plus, c'est de la fantaisie. Les héros sont morts, les châteaux sont en ruine, c'est anéanti, etc. Et sur ces ruines sont nées d'autres sociétés, à savoir le Londres qu'on peut connaître. Alors c'est pas notre Londres moderne, puisque ça se passe plutôt dans les années 1800, voilà, 1821. Voilà. Et à côté de ce Londres de 1821, eh bien, il y a un portail qui permet d'amener aux ruines de l'ancien monde. On va suivre Will qui est en fuite. Il est pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Et Violette va lui sauver la vie. Alors Violette, c'est un personnage que j'ai absolument adoré. Mais au final, ils vont devoir s'enfuir tous les deux et se réfugier dans les ruines de l'ancien monde, dans un château où des stewards, en fait, combattent encore les forces du roi obscur. Donc vous l'aurez compris, on arrive dans un truc assez médiéval comme ça, avec des chevaliers qui protègent des reliques de l'ancien monde et qui veulent à tout prix empêcher le retour du roi obscur. On va se rendre compte qu'il y a des alliances qui vont se créer, qu'il y a toute une catégorie de combattants, les stewards en font partie, mais il y avait aussi dans les combattants avant les lions qui se sont pourtant ralliés à la cause du roi obscur. Will, on sait pas trop qui c'est, est-ce que c'est un des descendants de la dame qui a permis de combattre le roi obscur et de l'anéantir ou pas. À côté de ça, eh bien, on a un homme très mystérieux, à savoir, c'est Sam je crois, qui est fiancé à Catherine, on ne sait pas trop qui est Catherine, etc. Donc bref, ça part un peu dans tous les sens. Et puis finalement, tous les fils vont se rassembler dans les derniers chapitres et se révéler au lecteur. Alors c'est du young adult, donc c'est pas non plus du niveau de Game of Thrones, partez pas là-dedans. Mais moi j'ai quand même assez bien apprécié ma lecture, faut dire ce qui est. Tout en sachant que, comme c'est du young adult, j'ai vu le truc arriver plus ou moins à la moitié, même un petit peu avant la moitié du bouquin. J'ai dit ok, ça va être ça, et en fait c'était ça. Donc voilà, si vous êtes un jeune lecteur, je pense que vous allez être surpris par ce que nous propose C.S. Pacat. Par contre, si vous êtes un lecteur chevronné et aguerri en fantasy, et même en fantasy traditionnelle, du style vous lisez The Witcher, vous avez lu Game of Thrones, vous avez lu aussi Robin Hood, bon ben vous êtes là à dire ah ouais ok. Ok, bah oui, mais bon, ça casse pas trop patin à un canard, quoi. Donc voilà, c'est bien que ce soit publié chez Big Bang sous un label pour jeunes lecteurs, parce que c'est clairement le public. Et moi, honnêtement, même si j'ai adoré le design de ce bouquin, que je vais le garder dans ma bibliothèque, parce qu'il est trop beau et qu'il faut le montrer, je suis pas sûre de lire le tome 2, c'est ce que j'ai dit finalement sur le groupe. Je pense que j'aurais pu être un peu plus intéressée si les relations entre les personnages avaient pris un tournant plus adulte. Ça manquait un petit peu de piment, j'ai envie de vous dire, dans ça. Voilà, il me manquait quelque chose. Je trouve que l'autrice navigue entre deux eaux et que d'un côté elle tend vers un roman plus adulte, de l'autre vers un roman plus jeunesse, et finalement
c'est un peu hybride, elle fait pas clairement son choix et donc on se sent un peu lésé en tant que lecteur. Donc voilà, c'est une bonne idée, c'est un bon départ. Peut-être que peut-être que les avis pour le tome 2 seront dithyrambiques et que je le lirai. Mais je pense qu'il y a d'autres bons romans en young adult fantasy qui sortent et que j'ai plus envie de me concentrer sur ceux-là plutôt que sur celui-ci. Mais à nouveau, faites-vous votre avis, hein. Donc, il faut absolument que je vous parle de la saga Mad Creek de Tom Ellis, si je me trompe pas. Mais je vous mets de toute façon la première couverture du premier tome ici, en sachant que j'ai lu tout. Voilà, je les ai enchaînés. J'ai lu le premier tome, toujours dans l'optique d'avancer dans le challenge Romantaisie. Et je l'avais sur ma liseuse depuis quand même quelques semaines. Et puis ben j'ai acheté la suite, voilà, je me suis dit mais en fait c'est exactement ça dont j'ai besoin, donc j'ai lu tout ça. Donc Mad Creek, c'est une petite ville aux États-Unis perdue, mais perdue, vraiment isolée, où le shérif, je pense que c'est Lance, règne en fait, c'est lui l'alpha, hein, clairement. Il est là et il veut savoir tout ce qui se passe dans sa ville, il protège sa meute, puisqu'en effet, dans cette petite ville, les habitants, en tout cas certains, ont la capacité de pouvoir se transformer en chiens. Voilà. Donc c'est pas des loups, c'est pas des renards, c'est pas autre chose, non, ce sont des chiens, comme les chiens que vous avez à la maison. Et donc l'idée, bah, c'est d'accueillir les chiens qui vont pouvoir se transformer en êtres humains et pouvoir les accompagner. Sauf que arrive un gars qui sort de nulle part et le shérif se dit, lui, ça sent pas bon. Parce qu'en effet, il a senti que quand il est arrivé en ville, qu'il sentait la marijuana. Donc il se dit, bah c'est un dealer quoi. Il vient en fait pour créer une plantation de Marie-Jeanne dans ma ville et il est hors de question que ça se passe comme ça. Je dois protéger mes concitoyens, ma meute et on va vraiment le virer. Alors Lance, il trouve rien de mieux qu'en fait pour espionner ce nouvel arrivant, de se transformer en chien et de se faire adopter par lui pour pouvoir ainsi entrer dans sa bulle. Je vous laisse imaginer toutes les situations rocambolesques qui vont arriver, etc. Mais bon, tout est bien qui finit bien, hein. C'est une romance métamorphe. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi, parce que je savais que ça allait bien se finir et que les deux protagonistes allaient finir ensemble. Très honnêtement, je l'ai dit dans mes stories Instagram, moi ça m'a fait penser à une fanfiction Teen Wolf où je m'y connais pas, Styles et Derek, j'étais là, mais c'est eux quoi. Et donc c'est pour ça aussi que ça me plaisait puisque c'est deux personnages en fanfiction que j'aime beaucoup et donc je me suis dit que j'allais continuer à lire. Pour les autres tomes par contre impossible de se rattacher à des personnages de Teen Wolf, pas du tout même. Et j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié ma lecture du deuxième tome. Les deux protagonistes étaient vraiment super attachants et super émouvants. Avec un éveillé comme ils disent dans la saga, donc un chien qui vient d'avoir la capacité de se transformer en être humain. Donc c'est comme ça que ça part en fait. C'est pas des êtres humains qui par une morsure vont pouvoir se transformer en chien, c'est des chiens qui grâce au lien qu'ils ont avec leur maître vont pouvoir se transformer en être humain. Ce que je trouve assez sympa comme tournure métamorphe. Et donc voilà, le deuxième tome était juste mais trop mignon. Le troisième tome était aussi assez sympa. Le quatrième, j'ai un peu moins aimé, je dois vous l'avouer, même si un des personnages était tout choubidou, tout mignon. Mais voilà, c'est vraiment le deuxième tome que j'ai franchement apprécié. Ainsi, ouais. Le premier parce que c'est celui dans lequel vous vous lancez, mais finalement les tomes se bonifient quand même. Donc j'ai assez apprécié cette lecture et je pense que je me tournerai encore vers cet auteur s'il est publié en français ou si je sais pas trop quoi lire, etc. Parce que ça a l'air d'être des romances relativement saines. Certes, il y a des tropes, vous savez, des ficelles du scénario où vous dites « Oula, alerte, ça c'est red flag tout de suite ». Et puis non, en fait, l'auteur amène ça vraiment très bien et va à un moment donné forcer ces personnages à discuter et à grandir et à évoluer. Et voilà, donc c'est pas du tout des personnages problématiques, loin de là. Donc voilà, c'est une saga, si vous aimez bien ce style, que je vous recommande chaudement. Et j'en ai fini de vous faire le bilan de mes lectures du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à vous remercier pour votre soutien ici sur YouTube, également sur Instagram où on échange
en direct bien plus souvent. Je sais que ici en commentaire YouTube vous êtes très timide, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même un petit emoji chien, ne fût-ce que ça pour me dire que vous êtes passé voir la vidéo. Promis, je ne mords pas. Et je tenais également à vous remercier d'avoir fait le passage avec moi sur Twitch et de me soutenir toujours en stream. Donc voilà, vous êtes adorables et franchement, meilleure communauté du monde, c'est vous. Donc un grand merci à vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire ci-dessous ou encore à la partager à quelqu'un qui aurait besoin de bonnes ondes. Et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye!